Le fait que le milieu écoféministe m'attire, c'est que finalement, ces logiques de domination et le patriarcat, on voit à quel point il est à l'œuvre dans les logiques économiques et dans les logiques de domination. Eva, c'est une entrepreneuse, une activiste et une autrice qui souhaite repenser notre modèle économique afin de prendre en compte les enjeux sociaux, écologiques et féministes. Je me dis, je vais essayer de repenser un modèle qui adresse tous les problèmes du secteur financier et de la manière dont il finance l'économie. Donc de faire le truc le plus radical possible. C'est la cofondatrice de 2 entreprises. La première, Lita.co, qui a levé auprès de sa communauté plus de 130 millions d'euros, permettant aux citoyens d'investir directement dans des projets à impact social et environnemental. Et le truc le plus radical possible, c'est très simple, franchement, ça pourrait être expliqué à un enfant, c'est que l'argent aille dans les projets écologiques, directement. Elle a aussi fondé l'application Rift, qui décrypte l'impact écologique et social des produits financiers. Mais Eva, c'est également l'ancienne coprésidente du mouvement Impact France et l'autrice du livre Une économie à nous. Vous l'avez compris, elle a un parcours impressionnant qui mêle entrepreneuriat, économie et impact environnemental et social. Je suis donc très heureux de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs. L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Le Crayon de nous accueillir. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut tourner ce podcast. Ils nous font le plaisir de nous accueillir dans leur nouveau studio dans le 8e arrondissement de Paris, où vous pouvez enregistrer et tourner des podcasts ou des vidéos. Vous pouvez me faire confiance, ils sont très cool et très pros. Donc si ça vous intéresse, vous avez plus d'informations sur leur site lecrayongroup.fr. Merci encore à Antonin du Crayon et sur ce, très bonne écoute. C'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci pour l'invitation. Première question, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? J'ai pu me préparer 2-3 minutes avant, du coup. Tout de suite, quand on me parle d'échec, il y a un moment un peu important dans ma vie qui était effectivement mon année de terminale, où je me suis beaucoup désintéressée de l'école. J'avais un petit peu du mal à me projeter dans la vie active, donc la technique où on met la tête en dessous dans le sol, quoi. Je faisais beaucoup de musique et j'avais arrêté un peu de suivre mes cours. Et c'est vrai que jusqu'à l'année terminale, j'ai eu quelques problèmes les dernières années de lycée parce que je me désintéressais un peu du système, mais j'ai toujours plutôt été une bonne élève. Et je travaille quasiment pas pour mon bac et ça loupe pas. Un examen que je pensais avoir haut la main, parce que de toute façon, c'était facile d'avoir son bac. Je suis vite redescendue sur Terre, j'ai eu mon bac en rattrapage. Et je comprenais même pas ce qu'il y avait écrit, quoi. Je sais plus ils n'écrivent pas bac en rattrapage, ils mettent nouvelle séance ou quelque chose comme ça. Et je me suis effondrée. Pour moi, c'était complètement lunaire. Et c'est là que j'ai ressenti pour la première fois l'instabilité. Ayant un foyer où j'étais assez quand même protégée, j'ai ressenti l'instabilité à ce moment-là et je me suis dit qu'il fallait que je me bouge si je voulais réussir, que c'était possible que je me retrouve dans une situation assez compliqué, assez précaire. Moi qui avais plutôt une haute opinion de mes engagements et de moi-même, ça a été un peu un choc et une vraie claque de modestie qui a été un vrai moteur ensuite dans mes études supérieures et qui a fait que je me suis vraiment démenée. Mais je trouve que ça appelle 2 choses. La première chose, c'est que déjà, il y a un problème avec le système éducatif, je trouve, qui n'arrive pas à intéresser ceux et celles qui ont des tempéraments un peu plus créatifs, où c'est vrai qu'on peut coller à un moule jusqu'à nos 13-14 ans, et puis le moment de l'adolescence, c'est le moment où on s'émancipe, où on veut développer son potentiel, et moi, j'ai un potentiel plutôt créatif, donc j'ai préféré m'investir dans la musique, etc., et l'école me ramenait à un truc trop cadré qui était sclérosant, et du coup, je m'en suis désintéressée, et c'est dommage, parce que j'ai eu derrière la capacité de faire des grandes études, des études supérieures, donc c'était juste finalement de loger le truc au bon endroit. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cet échec et les échecs en général sont un bon moyen de se motiver et de faire face à la réalité. Et qu'il faut toujours en tirer du positif. Mais encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. Donc, tu dirais que c'est grâce à cet échec que tu as commencé justement à te reprendre en main, entre guillemets, et à te lancer dans tes études? Absolument. Pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine manière. Parce que pour le meilleur, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai plutôt réussi ce que j'ai entrepris, que j'ai pu accéder à une très bonne école, j'ai pu faire de la finance à haut niveau et puis ensuite m'engager dans différentes actions sociales militantes, monter une boîte qui a effectivement aujourd'hui beaucoup de salariés, etc. Donc c'est sur le papier un modèle de réussite en tant que tel, mais c'est vrai que c'est dommage parce que finalement, c'était pas mon potentiel qui était sur cette filière-là, c'est-à-dire que naturellement, ce serait jamais dit, d'ailleurs on peut le voir dans mes bulletins, personne n'aurait envisagé que je fasse des études d'économie et de la finance. J'étais plutôt artiste et ça m'a détournée de cette sphère artistique-là par la peur et l'urgence de réussir parce que mon éducation fait que
il n'y a pas de patrimoine, l'argent il tombe pas du ciel, tes parents ils t'aident pour tes études et jusqu'à tes 18 ans, mais après tu te débrouilles, quoi. Donc j'ai été un peu ramenée à la réalité et explorer ce potentiel-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que le potentiel créatif me manque aussi dans mon activité entrepreneuriale. Et c'est vrai que dans certaines familles, comme ma famille, être artiste, c'est pas un métier. Voilà. Et du coup, par rapport à d'autres amis qui étaient éduqués par des parents artistes et qui ont pu faire une vie professionnelle autour des métiers artistiques. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème aussi d'orientation, de montrer ces métiers et de capital culturel qui, comme nous enferme dans certaines dynamiques. J'ai essayé d'en sortir d'une certaine manière parce que, avec des études de finance et de maths, on peut faire genre 90% d'autres choses que ce que je fais aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai dû quand même me rediriger vers cette filière-là pour pouvoir trouver un métier parce que j'avais pas le capital culturel nécessaire pour accéder à des études politiques ou artistiques ou créatives. C'est intéressant ce que tu dis. Finalement, l'école est pas forcément adaptée à tous. Et comment, selon toi, on pourrait justement faire en sorte que le système éducatif soit plus adapté à chacun ou soit plus performant? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? C'est assez difficile parce qu'il y a le rêve de l'école républicaine où tout le monde passe par le même parcours et finalement a une forme d'égalité des chances. Ce que je trouve que l'école oublie, c'est tout le capital culturel qu'on demande à avoir. C'est-à-dire, c'est un peu intime, mais en même temps, pourquoi pas? Ma mère m'a raconté, j'étais avec ma mère et ma grand-mère ces derniers jours dans le Sud, et elle m'a raconté un moment en CP où elle était voir ma prof, qui était très inquiète pour moi parce que la prof disait que j'étais complètement dispersée, pas du tout attentive. Elle avait un peu peur pour moi, mais elle est aussi très méprisante. Et elle dit à ma mère, vous faites quoi avec elle le week-end? Est-ce que vous l'emmenez au musée, etc. Et ma mère était une jeune mère. J'étais son premier enfant, elle m'a eu assez tôt. Et elle s'est sentie complètement méprisée socialement. C'est vrai, on n'allait pas au musée. C'est vrai qu'on m'a pas mis un bouquin dans les mains à 5 ans. Et finalement, ce rêve de l'école républicaine, je le trouve assez faux parce que finalement, les profs attendent aussi qu'on ait un bagage culturel fort qui vienne du milieu familial. Et c'est là, finalement, que se loge la principale inégalité. C'est qu'il n'y a pas d'égalité des chances aujourd'hui du fait qu'on attend de vous que vous ayez effectivement cette formation à côté. Donc, ce que pourrait faire l'école, c'est d'être déjà, je pense, d'apporter ce capital culturel-là, de remettre le capital culturel à zéro. Donc, peut-être de réfléchir entre l'enseignement très théorique et peut-être des activités plus culturelles, d'en avoir davantage. Parce qu'un enfant, on ne l'éveille pas que par un mode descendant de connaissances. Enfin, je veux dire, ça marche peut-être quand on est un adulte, qu'on a la capacité de réfléchir, etc. Mais quand on est enfant, de rester dans une salle toute la journée, je trouve ça complètement absurde. Alors qu'on a envie de découvrir par le toucher, par le regard, par les sens, etc. Et donc, je pense que ça, c'est le principal problème de l'école française. On pourrait avoir au moins 50% d'études et 50% de thèses, d'expérimentation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un meilleur, je pense que ça, on l'entend tout le temps, mais un meilleur conseil dans l'orientation, de faire venir des gens qui travaillent dans certains milieux. Enfin, ça paraît assez simple et finalement, c'est pas du tout fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au contact de personnes qui travaillent, jamais au contact de gens d'entreprise, d'artistes, voilà, pour comprendre en fait une carrière, comment ça se dessine et comment à partir de ses compétences, sa manière d'être aussi, parce qu'il n'y a pas que le bulletin, il y a effectivement ce qu'on est, ce qu'on appelle les soft skills dans l'entrepreneuriat, mais qui sont quelque chose de très important par rapport à ce qu'on est, ce qui nous correspond le plus, et pas être dans l'orientation encore une fois descendante, d'aller voir une conseillère d'orientation qui vous dit il y a le BTS machin, non, c'est en fait finalement d'analyser à partir d'une personne comment on se reconnaît dans l'autre et potentiellement comment on peut s'identifier dans ces parcours-là. Et ça, c'est une grosse partie du capital culturel qui manque quand on n'est pas entouré de métiers très différents. C'est-à-dire, moi, typiquement, dans ma famille, il y a des médecins, il y a des commerçants. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, à partir de ça, il n'y a que 2 voies dessinées. Et on a besoin de s'identifier à ces modèles-là. Ça, je pense que ça pourrait aider, ouais. Et c'est pour ça, finalement, qu'on a ce système de reproduction sociale qui fait que Absolument. Quand tu viens d'une famille aisée et qu'on parle de, je sais pas, de métier de banque, assurance, bah, tu te retrouves aussi à faire la même chose. En fait, du coup, ça marche un peu dans les 2 sens, j'ai l'impression, Absolument. même s'il y a un côté plus avantageux que l'autre. Et du coup, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je me suis identifiée dans plusieurs types de personnes. Bon, déjà, je faisais de la musique. Je fais de la comédie musicale. Okay. Je faisais des différents instruments de musique. Je chantais dans un groupe, etc. Donc, c'est vrai que quand je rêvais, je me rêvais davantage sur scène pour performer que derrière un bureau. Ensuite, je pense que les années lycéennes et le militantisme
auxquels j'assistais ou parfois auxquels je participais. Donc au lycée, tu étais déjà militante? Je sais pas si on peut dire que c'était du militantisme, mais en tout cas, j'allais aux manifs, je participais au blocage de mon lycée. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, je suis un peu plus âgée peut-être. Je sais pas à quel âge. J'ai 27. 27, bon, pas beaucoup. J'ai 5 ans plus que toi. Et quand j'étais au lycée, la principale mobilisation, c'était autour des contrats de précarisation du travail. Donc le CPE, les CDD, l'auto-entrepreneuriat, etc. C'était la loi Fillon et on s'était mobilisés comme des oufs. On avait bloqué le lycée pendant plusieurs semaines. Même certains avaient dormi au lycée. Moi, ma mère m'avait pas autorisée. Mais voilà, j'étais quand même assise sur une poubelle à scander des choses à 6h du matin. Je me suis jamais réveillée si tôt au lycée. Et tu faisais ça par conviction profonde? Je faisais ça par conviction profonde, Parce absolument. qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour bloquer le lycée. Non, moi justement, c'était le truc que je devais m'imposer. Ça, d'ailleurs, je l'ai pris un peu. On pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que la manière dont on est éduqué et notre manière de faire du militantisme, je pense qu'on peut souvent trouver des similarités. Moi, vu que je viens d'une famille plutôt de culture d'assimilation, c'est-à-dire tu fermes ta bouche, tu montres pas tes signes distinctifs, tu effaces dans la société tous tes traits culturels, et puis à la maison, on peut pratiquer la religion, on peut être plus naturel. C'est vrai que le fait de bloquer un lycée, c'était clairement quelque chose de complètement... Oui, c'était tout l'inverse. Super radical pour mes parents. Et dans le débat qu'on a actuellement sur la désobéissance civile, etc., je pense que il y a des personnes qui se sentent assez proches de ces modes de militantisme et d'autres qui n'ont pas été éduquées de cette manière-là. Et moi, je trouve ça remarquable que certaines personnes le fassent. Nous, on a quand même ce truc on est quand même toujours... même si on est français, moi je suis quand même la première génération à être née en France, mes parents sont pas nés en France, il y a quand même ce truc ce pays, cette nationalité. Oui, on est français, mais on a toujours été déracinés. Demain, on peut ne plus être français, quoi. Donc, te mets pas trop en risque non plus. Pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'effectivement, on revient un peu aux années de militantisme au lycée et on voit que les mobilisations qu'on a faites à l'époque, tout ce qu'on présageait est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de taux de chômage à, 2% ou 1%, parce qu'il y a effectivement une énorme partie du travail qui est fait de manière très précaire, avec des contrats super précaires, etc. Et que ça, on l'évalue comme étant du travail à proprement parler. Ça veut dire que alors que finalement, il y a une grosse partie de la société aujourd'hui qui est très précarisée par les contrats de travail et les modes de faire, le fait que il y a une énorme partie de la population qui ne bénéficie pas d'assurance chômage, qui ne bénéficie pas d'épargne retraite, qui capitalise moins, dont le système de redistribution ne fonctionne pas pour elles et eux parce que ils ont des contrats d'auto-entrepreneuriat ou machin, donc ils ne cotisent pas, voilà. Donc finalement, toute cette peur qu'on avait que le travail qui est très protégé en France se précarise, c'est arrivé. Je pense qu'on devrait, moi je l'écoute, mais peut-être que le milieu politique, économique devrait davantage écouter les tout jeunes, les lycéens, etc. dans leurs revendications, parce qu'en fait, ils arrivent dans le milieu politique avec une innocence qu'ont plus les personnes qui ont 30 ans ou 20 ans ou 40 ans de métier, et ils sont capables de déceler ce qui est de l'inconcevable, quoi, qui est quelque chose qui est capable de mettre en risque leurs conditions d'existence beaucoup plus que des cerveaux très déjà formatés. Ouais, absolument. Pour rebondir sur la politique, dans le discours que tu portes en général, il est vachement macroéconomique, il est vachement porté sur le système financier et politique. Et du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi tu n'as pas fait de la politique plutôt que de faire de l'entrepreneuriat, et comment tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat? Alors c'est vrai que pendant ces années militantistes, je me suis dit que la réponse, elle était politique. C'est-à-dire qu'au lycée, je ne savais même pas ce que c'était le monde économique, l'entrepreneuriat. Pour moi, la réponse, elle devait être politique. Et puis, j'allais dans différentes assemblées générales, dans des regroupements de MJS, donc les mouvements des jeunesses socialistes, etc. Et le mode de présentation, les rapports de force, les formations, les milieux culturels des personnes qui en faisaient partie, faisaient que je n'arrivais pas à m'identifier. Donc, je me suis demandé si j'allais vraiment pouvoir en fait, intégrer ces milieux-là. Donc, ça m'est paru très fermé. Et en plus, je ne savais même pas comment on intégrait Sciences Po. Donc, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que je me disais, c'est l'école des politiques, mais on me dit pas comment intégrer, on me le propose pas, on doit juste envoyer ses bulletins, mais c'est quand, on sait pas. Donc en fait, c'est pas pour moi. C'est que pour les gens qui savent. Et tu dis que tu te sentais pas représentée ou les idées te correspondaient pas? Je pense que je me disais que ces parcours n'étaient pas accessibles. Enfin vraiment, je me suis pas plus posé question de ça. Je me suis dit, je sais même pas comment on intègre ces écoles-là. Donc
C'est-à-dire que c'est pas pour moi. Je voyais même des gens qui faisaient des prépas Sciences Po en parallèle. Je savais même pas ce que c'était. Donc, je me disais, de une, c'est pas pour moi. De deux, j'arrivais pas à m'identifier. Ça veut dire que c'était possible parce que les représentations politiques que je voyais à la télé, dans les MJS, etc., c'était pas des gens qui me ressemblaient en aucun point. Donc, j'avais du mal à m'identifier. Je pense que le principe d'identification, il est nécessaire pour pouvoir suivre une route. Et puis, en fait, j'ai eu aussi ma prépa par hasard, hein, pour être aussi tout à fait transparente. C'est-à-dire que, comme je te disais, je me désintéressais vachement des études. J'ai une copine qui m'a dit, il y a une prépa normale sup, tu peux être à la fac, faire des maths en même temps et faire de l'économie. Postule et tout, je suis en mode, ok. J'avais mis sinon que des écoles de prod musicale ou quoi. Ah ouais, ok. Ouais, j'avais pas du tout, à la base, mis ça en top of my list. J'ai même pas postulé à des prépas HEC, enfin, j'y connaissais rien. Rien du tout. Ok, je pensais qu'en terminale, t'as eu un déclic. Pas du tout. Ok, d'accord. Ah non, pas du tout. Vraiment, c'était une erreur totale. C'est une copine qui m'en a parlé. Enfin, c'est assez fou comment les parcours quand même se dessinent. C'est incroyable. Et comme je disais, je connaissais même pas les prépas HEC. Enfin, je savais même pas à quoi tout ça nous menait, quoi. Et finalement, j'ai eu en liste d'attente juillet une réponse disant que j'intégrais cette prépa normale sup. Je pense que c'était grâce à mes résultats en maths. Pour le coup, j'avais plus de facilité sur ces filières-là. C'était une D1, D2 D2. Okay. Économie maths, c'est-à-dire qu'on faisait 3 jours d'éco, micro-éco, macroéconomie à l'école prépa normale sup et Cachan. Et à côté, j'avais 2 jours de maths pour avoir une licence de maths à Nanterre. Ok. Donc, je te dis, bon, c'est sympa, c'est hybride, why not? Et puis après, en arrivant en prépa, donc déjà, effectivement, j'avais eu très peur avec ce bac au rattrapage, etc., qui m'avait fait flipper. Mes parents m'ont dit, ce serait bien que tu t'émancipes. Donc, je pars de chez moi. Je m'installe dans une petite chambre de bonne, etc., dans le 17e, à Brochon, dans le nord du 17e. Je m'isole un peu et finalement, par les cours, etc., je prends d'une passion pour l'économie, vraiment qui vient de nulle part. Vraiment qui vient de nulle part. C'est-à-dire que j'avais vu la crise de 2008, donc je m'étais dit, il y a un truc, ça m'a choquée. Je me rappelle, j'étais chez moi, je sais plus si je préparais le bac ou quoi, enfin bref, je sais plus. Et puis je vois aux infos d'un coup, je sais pas, on parlait d'un sujet A, et puis d'un coup il y a le truc, les banques s'effondrent, machin, on a l'impression que le monde va s'effondrer, comme 7 ans avant quand on a vu les tours à New York s'effondrer. Enfin, c'était un cataclysme, et ça m'a marqué. Je ne me suis pas plus intéressée que ça, mais je me suis dit, c'est dingue, ça crée autant d'éveil que des tours qui s'effondrent, alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas l'économie, ça peut être intéressant. Et finalement, en intégrant cette prépa normale sup, j'ai une prof d'économie aussi super, Madame Lucchini, si elle nous écoute. Big up à elle. Big up à elle, et c'est elle qui m'a donné aussi la confiance. D'ailleurs, quand à la fin de ma prépa, elle m'a dit que je devrais poursuivre des études d'économie plutôt qu'aller en école de commerce, que ce serait peut-être plus pertinent et tout. J'ai essayé d'aller en école de commerce pour d'autres raisons, mais en tout cas, elle m'a vraiment donné c'est quelque chose que les profs m'avaient jamais donné, c'est la confiance en ma capacité de réussir dans le milieu académique. Ce que vraiment, je pensais pas du tout, parce que on m'avait toujours dit que, j'étais une scientifique, j'avais le cerveau qui marchait bien, mais qu'un point de vue académique, j'avais pas les bases culturelles qu'il fallait, quoi. Donc, merci Madame Lucchini. Donc, sinon, c'est aussi des gens comme ça qui vous font confiance. Et c'est vrai que l'économie m'a tout de suite intéressée, parce que c'est comme si ça m'avait donné des lunettes sur le monde, quoi. C'est comme si j'avais rien compris à ce qui se passait dans le monde. Et je pensais que le milieu politique, mais en ayant quand même une intuition que c'était pas pour moi. Je suis aussi assez intuitive, hein. Il y a pas que tout n'est pas cérébralisé, les choses se ressentent aussi. Je m'en suis éloignée, et que finalement, c'était par l'économie qu'on pouvait comprendre le monde. Et ça m'a donné, les premiers cours d'économie que j'ai faits m'ont donné des clés de compréhension du monde, où je me suis dit, ok, si je veux comprendre comment fonctionne le monde, ce qui est quand même un peu ce qui m'anime, peut-être qu'il faudrait que je fasse de l'économie. Et c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai fait des études d'économie, économie et de finance. Enfin, j'ai d'abord commencé par l'économie, avec cette idée de comprendre le monde. Et parce qu'en fait, pareil, à l'époque, moi, j'étais diplômé bien après toi, mais je me souvenais quand même de la crise de 2008. Et je me disais que c'était fou qu'une crise aux États-Unis puisse impacter le monde, et que finalement, peu de gens sont capables d'expliquer pourquoi on est autant impacté par cette crise. Il y a une chose qui m'avait marqué, mais plusieurs années plus tard, c'est que en fait, ce qu'on nous apprend en économie, c'est quand même vachement déconnecté de la réalité, je trouve, ou que ça reste très ancré dans le passé. L'un des premiers trucs qu'on apprend en L1, c'est l'objectif d'une entreprise, c'est maximiser son profit. Et en fait, on a plusieurs choses comme ça. Et comme on dit aussi que les consommateurs sont rationnels et qu'ils doivent maximiser leur utilité, alors qu'en fait, ça, c'est des concepts économiques très théorisés, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu as senti ce décalage à l'époque déjà, ou tu l'as ressenti plus tard? Enfin, c'est quoi ton rapport par rapport à
ces Non, études? non, je l'ai ressenti tout de suite. Et d'ailleurs, je pense que ma prof d'économie, même si elle m'a aimée à la fin, elle en pouvait plus de moi au début parce que je faisais que... Parce que pour les gens qui n'ont pas forcément fait d'études économiques, c'est-à-dire ce que tu dis, ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que ça devient des formules. Parce que ce que tu exprimes, c'est même pas que des thèses, c'est-à-dire qu'en microéconomie, on l'écrit en mode formule mathématique, quoi. Maximiser le profit, machin, etc. Et on a des résultats qui montrent que, bah oui, ça fonctionne, c'est parfait, ça fonctionne. Tu maximises l'intérêt individuel, UI, et tu vas vers l'intérêt général et tu vraiment modélises comme ça l'économie avec des données. Et c'est complètement absurde. Et moi, je sais que très tôt, j'ai commencé à poser des questions. Ça a toujours rendu ouf mes profs, ça c'est depuis toujours. Je posais des questions tout le temps. Et je trouvais ça complètement absurde. C'est-à-dire que je disais que moi, quand je faisais quelque chose qui me paraissait le truc le plus rationnel, est-ce que je fonctionnais dans le milieu, dans l'algorithmie microéconomique? Bah non. Enfin, genre, dans mes décisions, dans les décisions qu'on prend, c'est pas que la maximisation de son intérêt particulier. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'était complètement absurde. Elle me disait, mais non, mais c'est pas grave. C'est des théories qui permettront d'aller plus loin derrière. Donc, je me disais à ce moment-là, OK, ça veut dire on m'apprend le basique. Mais au final, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est plutôt en avançant avec le temps que j'ai compris que non, c'était pas plus complexe. C'est-à-dire que ces dogmes économiques, ils structurent le monde dans lequel on vit. Et même si on nous fait croire qu'en fait, non, il y a un degré de complexité, bah c'est faux. Parce qu'au final, les décisions économiques, elles sont basées sur ça. C'est-à-dire les grandes décisions, les grands choix politiques, etc., ils sont basés sur ces thèses. Un truc que j'ai réalisé assez tôt, mais je n'avais pas encore vraiment théorisé, et là je commence à le théoriser davantage, c'est que ces modèles économiques avaient complètement exclu le travail du soin. Donc, parce que je demandais comment ça fonctionne pour une école, ça? Comment ça fonctionne pour un hôpital? Bah non, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? C'est parce que Adam Smith avait théorisé le fait qu'il y avait d'un côté le domaine productif, donc où là on pouvait faire fonctionner la main invisible, etc. Et le milieu improductif, la sphère privée, qui est une sphère où le travail est gratuit et au service du fonctionnement de l'économie productive. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire que, bah oui, il faut bien qu'il y ait des femmes, la plupart du temps, qui s'occupent des enfants, qui fassent l'éducation à la maison, que le milieu éducatif, il est très précarisé, c'est-à-dire que les professeurs sont mal rémunérés, sont mal encadrés parce que c'est pas de la sphère productive, que l'hôpital public aussi se précarise, donc ça nécessite effectivement d'industrialiser ces modèles-là pour qu'ils puissent fonctionner économiquement, et que finalement, le rationnel libéral, c'est pas le cas de tous les partis politiques, etc., mais le rationnel libéral, c'est celui-ci, c'est que le travail du soin soit un travail gratuit. Et ça, c'est un dogme sur lequel l'économie libérale et la microéconomie s'appuient entièrement et qui fait que la société disjoncte et les différents économistes ensuite ont cherché des moyens de pallier à ce problème-là, donc avec des politiques d'État-providence comme on a en France et dans le nord de l'Europe, où l'État a un rôle important, mais en fait l'État est financé par l'économie productive, donc l'État est au service de l'économie productive, mais il a un rôle pour limiter les défaillances de marché, donc pour financer l'hôpital, l'école, etc. Ça a donné lieu à des types d'États, etc., des structures politiques d'État-providence. Ça a aussi amené des nouvelles thèses, comme la thèse keynésienne, etc., sur le fait que l'État doit aussi investir dans les travaux publics pour recréer de l'emploi. Enfin, ça a redonné un rôle à l'État extrêmement important, mais finalement à la merci naturellement du milieu économique, parce que l'État ne peut financer que tout ça, que par la croissance de son PIB, etc. Et finalement, ce système dans lequel il y en a un qui gère les externalités de l'autre, etc., il disjoncte aujourd'hui. Parce que quand l'économie marche pas, l'État, du coup, se pose la question de comment continuer à finalement apporter ce service. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance économique, comment l'État peut vraiment apporter un service à la société. Et surtout, en fait, finalement, ce lien très fort, il a précarisé les zones du soin. Ça fait que, effectivement, les travailleuses et travailleurs du soin sont sous-rémunérés aujourd'hui, alors que c'est ceux qui apportent le plus à la société. On l'a vu pendant le Covid, que les travailleuses et travailleurs de première ligne ont été présentés comme les grands sauveuses et sauveurs. Et au final, Covid fini, on a complètement oublié ça. Pas de revalorisation des salaires dans le travail du soin. Pour te donner un exemple, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, donc je lui parle aussi. Pour te donner un exemple, en Espagne, il y a une loi qui fait que les travailleuses, notamment les infirmières, doivent être payées plus de 20 à 25% au-dessus du salaire moyen. Donc, c'était un projet de loi et finalement, ça c'est devenu juste une réalité, alors qu'en France, elles sont payées
à minimum 20% en dessous du salaire moyen et ça peut aller jusqu'à 40% en dessous du salaire moyen. Des infirmières, infirmiers, sans parler des auxiliaires de vie qui sont encore plus maltraités par la société. Donc, il y a un vrai problème de que ce milieu économique dévalorise complètement cette sphère-là dont on a besoin. Donc, voilà, c'est pour moi là, le principal problème de notre économie aujourd'hui, sans compter le fait, effectivement, qu'en plus de tout ça, elle ne prend pas en compte la destruction de la valeur environnementale. Alors, ça commençait à l'époque, c'est-à-dire que moi, dans mes logiciels microéconomiques, parce que c'est très marrant, j'ai l'impression de l'avoir vu, et qu'après, plus du tout dans le milieu de l'entreprise, on intégrait la destruction environnementale. Quand même, c'est des externalités qui commençaient à être intégrées dans la microéconomie, l'utilisation des ressources naturelles, etc. Et en fait, dans le milieu de l'entreprise, etc., pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout évalué, du tout. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de reconstruire des modèles qui intègre cette destruction, qui également donne une valeur au travail du soin, et que ça va nous permettre de redéfinir le rôle de l'économie et comment on va vers l'intérêt général, et que ça va donner un nouveau rôle, je pense, aux entreprises, aux États. Mais pour ça, c'est ça le plus difficile dans cette histoire. On parle d'économie, mais finalement, le plus difficile, c'est l'intime. Pour ça, il y a un vrai problème intime aujourd'hui que de considérer que le travail du soin, le travail, par exemple, à la maison, a une valeur et d'arrêter de séparer cette sphère, donc la sphère du soin et la sphère productive. Et je pense que ça appelle à des sujets qui sont un peu plus compliqués pour nos chers hommes d'intégrer. Ça veut dire de leur responsabilité dans le travail du soin, le fait que le travail du soin est payé. C'est pas grave de dire ça. C'est pas grave de dire qu'une femme qui s'occupe de ses enfants doit avoir, au-delà de la question de la pension et demander à son gentil mari, non, en fait, l'État doit mettre en place un système pour que son travail soit rémunéré. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un travail qui est peut-être moins méritant que ce qui représente en termes de richesse aujourd'hui, qui est un travail productif qui, en fait, n'apporte peut-être pas grand-chose à la société aujourd'hui et mériterait d'être un peu moins rémunéré. Donc voilà. Et donc ça, c'est des vraies considérations qui sont compliquées à intégrer aujourd'hui. Et pour rester rapidement sur cette dimension économique, dans ton livre, tu dis qu'il y a une énorme différence qui a été faite entre le secteur économique et le secteur financier, qui s'est construit au fur et à mesure parce que justement la machine productiviste, à un moment, ne fournissait plus assez de croissance et que du coup, on a financiarisé tout ça et qu'aujourd'hui, je ne sais plus l'ordre de combien le décalage entre le système financier et économique, mais que c'est totalement décorrélé. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde principalement le PIB comme indicateur de richesse, alors qu'on devrait prendre en compte d'autres indicateurs comme la biodiversité, le climat, etc. Tu parles aussi beaucoup d'écoféminisme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et en quoi, justement, c'est pas assez mentionné aujourd'hui dans les médias ou dans la presse? Absolument. Alors, pour le chiffre du début, du coup, effectivement, le secteur financier, il représente 3/4 du secteur économique. Ça veut dire le secteur financier, on prend le PIB international, on le multiplie par 4, on a la taille du secteur financier. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la sphère financière, effectivement, qui fonctionne en vase clos et qui n'est pas au service de l'économie et de la croissance économique en tant que telle. Et ça, c'est déjà un gros problème quand on voit le nombre de milliards dont on a besoin pour la transition écologique. En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller les chercher, ces milliards, parce qu'ils sont au service d'un projet financier qui n'est pas connecté à l'économie réelle. Ça, c'est un premier problème. Ça, c'est pour le premier point. La démarche écoféministe dans tout ça, elle permet en fait, parce qu'aujourd'hui, on a un débat sur le PIB qui est un débat assez compliqué, parce qu'effectivement, il y a une réflexion autour de nouveaux indicateurs à mettre aux côtés du PIB. Donc, j'ai écrit 1 an et demi le livre, et forcément, on évolue. C'est-à-dire que ma pensée, elle n'est jamais figée. Je pense qu'effectivement, c'est une transition qui doit être faite par la réflexion sur de nouveaux indicateurs à mettre aux côtés du PIB, c'est-à-dire effectivement la destruction de la biodiversité ou la régénération de la biodiversité, des indicateurs d'égalité de richesse, etc. Des indicateurs qui nous permettent de comprendre la santé finalement de notre société. Parce que le PIB ne reflète plus la santé économique et la stabilité de nos États. On l'a vu pendant le Covid que c'est pas le PIB nécessairement qui nous a aidés. C'est effectivement notre démocratie, notre solidarité locale, la santé de notre hôpital, nos hôpitaux, notre capacité productive, nos coopérations géopolitiques saines, etc. C'est plein de choses qui ne sont pas nécessairement intégrées. Et l'enjeu de la régénération de la biodiversité est déjà un sujet fondamental pour la santé économique. Donc, en fait, la question d'être passé du PIB à la santé, comme pourrait le dire Éloi Laurent, c'est assez un économiste assez intéressant si vous vous intéressez à ces sujets, petits auditeurs. C'est cool de le lire. Et ça va plus loin. Mais ensuite, à partir de ça, la question est de se dire,
qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir du PIB? Et je me suis posé beaucoup de questions. C'est sûr qu'il y a effectivement une minorité de personnes qui veulent faire progresser leur richesse. Ça, c'est franchement une réponse qui s'entend complètement. Et c'est ces mêmes personnes qui contrôlent pas, mais les grands, en tout cas, entrepreneurs, les grands chefs d'entreprise, les grands dirigeants de grandes institutions financières comme BlackRock, etc., les actionnaires de ces acteurs-là, ils ont gagné de l'argent avec le monde d'hier. Ils ont un peu peur de changer leur mécanisme, et c'est quelque chose d'assez classique, en fait. Il n'y a rien de fou. Le fait qu'effectivement, la décision aussi économique, elle soit prise peut-être par ceux qui ont le capital, c'est aussi un problème. Il y a des modèles, par exemple en Allemagne, où c'est 50% des membres du CA, du conseil d'administration, qui sont des salariés. Alors malheureusement, ces endroits deviennent un peu des chambres d'enregistrement. C'est-à-dire que c'était un modèle à la base qui visait à avoir que la décision économique soit prise pas que par les patrons, les actionnaires, mais aussi par les salariés. Et finalement, les conseils d'administration, les assemblées générales sont des espaces dans lesquels on prend peu de décisions et la décision se prend ailleurs. Donc, il y a toujours, en fait, malheureusement, un mécanisme de pouvoir. Et voilà, finalement, ça m'a permis de répondre à cette question, quel était le problème. Et la question, c'est le pouvoir, et le rôle central du pouvoir, et la logique de domination dans laquelle le pouvoir se développe. Et notamment le fait que, et là, on peut le voir sur les sujets un peu actuels, que sont les sujets là, de responsabilité climatique vis-à-vis des pays du Sud, etc., que finalement, le milieu économique et financier a un peu remplacé le colonialisme, qui, dans un monde globalisé, a moins de sens. Mais par contre, la colonisation se remplace par une dépendance financière, un surendettement, etc. Et que finalement, c'était la domination intrinsèque à notre secteur économique, etc. Donc, cette conclusion, c'est la domination. Enfin, ma conclusion, c'était que finalement, c'est la domination qui est à l'origine du fait qu'on s'autodétruit, qu'on autodétruit la planète avec des systèmes. Et cette domination, c'est quelque chose qu'en tant que femme, on ressent dans sa chair comme quelque chose dont on ne veut pas, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de mon engagement de début. C'est pour ça que j'ai été plus simplement vers l'écoféminisme que vers des milieux décroissants, etc. C'est-à-dire chacun trouve les espaces dans lesquels il se sent le plus proche. Parce que, en tant que femme, j'ai toujours ressenti cette inégalité de traitement de base et cette domination dont je voulais m'extirper. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je suis heureuse et féministe, c'est aussi parce que le regard de l'homme ne m'importe pas du tout. C'est-à-dire que j'en ai strictement rien à foutre et j'ai l'impression de m'être vraiment extirpée de cette domination, mais d'être en fait aujourd'hui aussi victime du patriarcat, parce que le patriarcat est un système, c'est pas quelque chose qui est que vécu d'un point de vue individuel. Et c'est ça qui me rend ouf. Et le fait que le milieu écoféministe m'attire, c'est que finalement, ces logiques de domination et le patriarcat, on voit à quel point il est à l'œuvre dans les logiques économiques et dans les logiques de domination. Moi, personnellement, la compétition ardue, la destruction, les attaques, la violence économique, le fait de créer une dépendance aussi avec les salariés, avec des personnes qui sont issues de pays qui sont dans le besoin, etc., c'est quelque chose que je considère comme pas beau. Enfin, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas d'un point de vue ma socialisation. J'essaie plutôt d'être dans des logiques de coopération, dans des logiques de responsabilité pour l'autre, dans des coopérations saines, etc. Et je me suis dit que peut-être que c'est par la nouvelle manière de faire qu'on pourrait peut-être plus changer le monde que par des nouveaux principes qu'on pourrait toujours, avec des logiques de domination, retourner contre les mêmes personnes. Voilà un petit peu. Et puis, je me suis aussi dit un truc simple, c'est très mathématique aussi ma manière de penser, hein. C'est que pourquoi le monde court à sa perte? Je veux dire, il n'y a pas une période à laquelle je me raccroche où je me dis « Ah, c'était bien là. Ah, on devrait reprendre cette manière de faire, etc. » Et la seule chose qui est aussi ancienne que la domination, c'est le patriarcat. Donc, c'est peut-être que le patriarcat y est pour quelque chose, quoi. Alors que pourtant, la croissance économique, le capitalisme, ça, c'est des choses qui sont récentes, en vrai. Donc, c'est que finalement, il y a quelque chose de plus que simplement le capitalisme. Le capitalisme est mauvais, mais c'est un système créé. Et c'est le patriarcat qui est le plus ancien. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut faire péter, toi, tout simplement. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, sur les logiques de domination, il y en a homme-femme, mais également Nord-Sud. Absolument. Et la semaine dernière, j'étais au nouveau pacte financier mondial. Je ne sais pas si tu as suivi un Absolument. peu. Et du coup, l'idée, c'était aussi de dire que le système financier actuel ne fonctionne plus et qu'il est basé sur cette domination Nord-Sud. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une quarantaine de chefs d'État, principalement de pays d'Afrique ou d'Amérique latine, qui étaient là pour justement redéfinir les cartes.
Et chacun prenait la parole à tour de rôle. Et tout le monde a apporté le même constat, c'est que le système actuel ne fonctionnait pas. Et il donnait des exemples assez concrets qui disaient, par exemple, il y avait le président du Kenya, il me semble, qui disait que le budget qui était alloué au remboursement de la dette de son pays était 5 fois ou 10 fois supérieur, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était de cet ordre-là, au budget de la santé. Donc en fait, quand on a des chiffres comme ça en tête, on se rend compte vraiment que le système ne fonctionne pas, mais dans plein de sens, et que c'est toujours une minorité de gens, de pays qui en profitent. Absolument, et j'ai d'ailleurs écrit une tribune dans l'Obs sur ce sommet. Vous pouvez retrouver un peu toutes les idées aussi. Ces chiffres-là, ils sont aberrants. Un autre comme ça, pour rajouter à la consternation, 50% de la dette des pays du Sud est liée à l'atténuation des catastrophes climatiques. Donc voilà, donc là, la responsabilité, elle est évidente, quoi. C'est-à-dire que c'est les pays du Nord aujourd'hui qui sont responsables. Ça, c'est juste une évidence. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire le contraire, qui sont responsables des catastrophes climatiques, du réchauffement qui a des impacts majoritairement. Donc les catastrophes climatiques sont majoritairement liées au réchauffement, notamment ces dernières années, et que cette responsabilité, elle doit avoir un prix, quoi. Et ce que j'ai vu des conclusions du sommet, c'est qu'il y avait des choses intéressantes dans la transformation notamment de certaines dettes en dons. Donc ça, c'est pas mal. Qu'il y ait effectivement, dans le cas de catastrophe climatique, une possibilité d'annuler la dette. De suspendre la dette pendant 2 ans. Ouais, voilà. Ça fait un peu penser au PGE. C'est-à-dire, on vous donne plein d'argent, mais il va falloir que vous le remboursiez. Et après, toutes les entreprises déposent le bilan. Donc ça, effectivement, c'est un peu un problème. Il y a aujourd'hui par l'Union un peu informelle qui est à la COP des pays du Sud une demande de 2000 milliards pour justement les investissements dans la transition écologique, etc. Et aujourd'hui, sur ces 2000 milliards, il y a en promesse que 300 milliards, donc ça reste très faible. Et pourquoi ? Parce que les principaux responsables ne sont pas, on les adresse pas, quoi. C'est-à-dire que dans toutes les conclusions du sommet, j'ai pas vu une seule fois le principe que les entreprises extractivistes, parce qu'on a l'impression que c'est que les États, mais non, c'est aussi les entreprises. C'est l'État qui a subventionné des entreprises. Mais ça n'empêche que c'est des entreprises qui ont extrait la ressource, qui l'ont consommée, donc ça a émis du CO2. Enfin, prenons l'exemple des énergies fossiles. Il y a eu énormément d'extraction sans redistribution dans les pays concernés, même sur le nucléaire, parce qu'on parle souvent du nucléaire comme un Eldorado. L'uranium, aujourd'hui en tout cas, il ne vient pas du sol français, donc il a été fait dans des conditions d'extraction pas possibles, avec peu de redistribution, si ce n'est pas de redistribution. Des personnes ont été délogées, des cancers des travailleurs n'ont pas été déclarés. Voilà, donc il y a eu énormément de conséquences aussi. Mais si on prend l'exemple des fossiles, parce que la question du changement climatique, elle est plus liée aux fossiles aujourd'hui, les fossiles ont été extraits puis consommés par les pays du Nord. Et beaucoup de profits ont été faits parce que ça se vend bien, le pétrole. Donc voilà, beaucoup de profits ont été faits par des actionnaires des entreprises. Et ceci, on n'en parle jamais dans ces sommets-là. Et je trouve ça juste dingue. Donc, je suis très en faveur aussi des taxes sur les transactions financières pour financer la transition, parce que les actionnaires ont reçu une partie de ce profit, donc c'est normal qu'ils doivent redistribuer, donc ça c'est très bien. Mais il y a aussi les entreprises industrielles, quoi, qui ont fait énormément de profits sur des ressources qui sont responsables du dérèglement climatique et qui ont énormément d'impact pour les populations locales. Donc, et c'est quand on s'adressera à ce problème-là qu'on arrivera à trouver les mailles d'argent suffisantes, parce que c'est sûr que les États n'auront pas assez en fait à donner, et qu'il va falloir effectivement aussi que les entreprises mettent la main à la poche et effectivement payent pour hier. Et ça, on a toujours un peu de mal à reconnaître les erreurs du passé et à rembourser, quoi, finalement. Donc, je pense que c'est le principal problème de ce sommet, c'est de pas avoir été capable d'amener les grandes entreprises industrielles, les grands pollueurs, etc., et de leur dire, voilà, vous avez payé une taxe où 10% de votre chiffre d'affaires sera dédié à l'atténuation et à la reconstruction des changements climatiques vécus par les populations locales. C'est le discours de Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, qui disait ça. C'est qu'en fait, la transition écologique, elle est décidée par les pays du Nord. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la capacité de décider quelles seront les industries stratégiques de la transition écologique de demain. Donc, au-delà même de l'argent, il y a un sujet de gouvernance. Et ça, les femmes écoféministes, je ne sais pas si Mia Mottley dit que se dit d'elle qu'elle est écoféministe, mais moi, en tout cas, je la trouve écoféministe. C'est aussi la question de la gouvernance, c'est comment on intègre aussi les personnes qui sont concernées dans les décisions. Et là, c'est pas du tout le cas. On attend un petit peu de voir ce que Papa du Nord va nous dire. Et ça, c'est un vrai problème dans la réorganisation internationale et dans la coopération internationale.
Non, mais Mia Motley, du coup, j'ai pu échanger avec elle Oh, lors la du chance. sommet. Ouais, j'étais trop content. Du coup, ce qu'elle dit, c'est clairement ce que tu viens de dire. C'est elle, quand même, qui a initié le sommet. Oui. Et ensuite, ça a été repris par Macron et c'est comme ça que ça s'est fait. Là, on s'est focalisé, entre guillemets, sur les problèmes. Et pas assez sur les solutions. Maintenant, on va essayer de parler des solutions. Et comment toi, du coup, à ton échelle, tu essayes d'apporter des solutions, que ce soit au système économique ou même via l'entrepreneuriat. Tu as monté plusieurs boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment tu les as montées? Quel était le cheminement? Ouais, carrément. Alors, c'est vrai que par la prépa BNS Cachan, bon, j'ai raté mes oraux. Ça, je te raconte un peu dans d'autres podcasts aussi comment je suis arrivée là et tout. C'est un peu une opportunité, quoi. C'est-à-dire que j'arrive dans une grande école de commerce. Je suis un peu suspicieuse sur ce que cette école-là peut m'apporter. Je suis assez anticapitaliste, donc je me sens pas vraiment à ma place, que ce soit par les personnes qui la composent, que par l'enseignement, que par tout, quoi. Tout va pas, quoi. Tout n'est pas OK et tout. Et finalement, je laisse mon snobisme de côté et j'essaie de comprendre ce que je peux faire à partir de ça. Donc, je me dis, je vais apprendre un peu plus comment fonctionne le secteur financier. Donc, je fais plutôt un master de finance. Je vais voir dans différents pays qui innovent sur les nouvelles manières de faire. Donc, j'ai été en Inde, travailler un petit peu au Togo, par l'ONG que j'ai créée, et puis en France, dans une banque où je regarde comment les alters mondialistes de la banque, au sein de la banque, travaillent, quoi, essayer de changer un peu la manière dont la banque fonctionne. Et j'essaye plutôt que de travailler dans une grande institution, une grande ONG ou une banque pour changer les choses, je me dis, je vais essayer de repenser un modèle qui adresse tous les problèmes du secteur financier et de la manière dont il finance l'économie. Donc, de faire le truc le plus radical possible. Et le truc le plus radical possible, c'est que l'argent aille... C'est très simple, hein, franchement, ça pourrait être expliqué à un enfant. C'est que l'argent aille dans les projets écologiques, directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, de produit, de nanani, d'assurance vie, au manque de trucs. Non, en fait, c'est juste l'argent que tu places va dans des projets écologiques. C'est le truc le plus anti-greenwashing qui était faisable. Donc, on monte ça, en fait, tout simplement. On ne se préoccupe pas du fait que les gens en France ne sont pas du tout intéressés par l'investissement, que les entreprises sociales et écologiques à l'époque sont assez petites. Enfin, voilà. Donc, on se dit, on va se lancer. Heureusement qu'on n'a pas fait d'études de marché parce que sinon, on ne l'aurait pas fait il y a 10 ans, clairement. Et du coup, on essaie plutôt de créer quelque chose. Donc, on se fait un petit peu juger par les acteurs du secteur financier qui nous disent quoi? Des gens investir, mais ils ne comprennent rien. Nous, on est des vrais investisseurs et d'ailleurs... Vous êtes qui? Vous avez 22, 23 ans, vous n'avez aucune expertise, etc. dans le secteur. Je dis souvent dans d'autres trucs, il y a une phrase de Muhammad Yunus qui m'a toujours motivée. C'est ça qui m'a un peu donné confiance. Parce que c'était par l'innocence qu'on arrivait à réinventer les modèles. Donc, je voyais plutôt notre incompétence comme quelque chose de plutôt positif en disant, ça me paraît être le truc le plus rationnel. Donc, vous m'expliquez que vous avez un produit, une assurance vie verte, mais vous n'êtes pas capable de m'expliquer pourquoi. Réellement, concrètement, en 3 phrases. Donc, c'est qu'il y a peut-être un problème dans ce que vous faites. Aussi, j'avais envie, et ça, c'est mon truc un peu de lever les inégalités culturelles, etc. J'avais envie aussi que les gens puissent comprendre comment les entreprises fonctionnaient et de lutter aussi contre la volonté, je trouve, politique parfois du système éducatif, de ne pas enseigner aux gens comment fonctionne l'économie, alors que moi, j'ai l'impression que dès que j'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai tout compris. On va voir ça modestement, mais d'une certaine manière, oui. C'est important de comprendre comment les entreprises fonctionnent. L'accès au financement, c'est le plus gros problème des acteurs associatifs, des gens qui veulent faire des trucs bien, de l'industrie culturelle alternative. Enfin, voilà, il faut qu'on ait des outils aussi pour pouvoir s'émanciper si on veut réussir. Et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Donc, c'est un moyen de démocratiser aussi, vraiment, l'investissement et de diriger l'épargne vers juste une économie qui a vraiment du sens, celle qui crée les alternatives de demain. On se faisait un petit serious game, entre guillemets, avec mes associés. On se regardait toutes les entreprises de l'État et on se disait, est-ce que on peut vivre avec toutes les entreprises de l'État? Et on peut. En fait, finalement, il y a des boîtes dans l'immobilier pour se loger, avec l'économie, l'efficience énergétique, avec des logements sociaux. Il y a les moyens de s'alimenter de manière durable, en respectant les populations d'où viennent les ressources ou en produisant localement. Il y a les moyens d'assurer une mobilité douce. Il y a un moyen de travailler dans des industries alternatives. Il y a la possibilité de transformer les systèmes publics et les politiques publiques, de rénover les bâtiments. Enfin, finalement, cette économie-là, ça peut être l'image de l'économie de demain, quoi.
Et peut-être pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu veux dire ce que c'est que l'ITA? Ah oui, bien sûr, pardon. Faut pas être paresseux, après, faut regarder. On va pas vous faire des pitchs à chaque fois. L'ITA, c'est une plateforme, justement, qui connecte les individus et les entreprises écologiques et sociales en ligne. Les gens choisissent, ils investissent dans des projets, des entreprises, dans les énergies renouvelables, dans le logement social, dans l'éducation, dans l'économie circulaire. Enfin voilà, il y a tout type d'entreprises de plein de tailles différentes dans lesquelles les gens peuvent investir. Donc, je considère que c'est la version. C'est pour ça qu'on a du mal, nous-mêmes, à développer des nouveaux produits financiers. Il y a des gens qui lancent des assurances vie, des gens qui lancent des banques et tout. Nous, on a du mal à le faire parce que finalement, il n'y a pas plus pur que ce qu'on propose aujourd'hui. Si vous cherchez à investir de manière réellement durable, vous investissez. Là, il n'y a pas besoin de vous expliquer pendant 40 ans. Vous investissez votre argent directement dans un projet qui a un impact social positif, qui régénère la biodiversité, qui crée des énergies nouvelles. Et même plus dernièrement, on a lancé un investissement pour que les gens puissent transformer des groupes. Ça veut dire par exemple, on a une boîte immobilière qui faisait de la promotion hier, notre clé traditionnelle, et qui là aligne sa stratégie avec un plan 1,5 degré. Donc réduit de 30 à 40% ses émissions, transforme son modèle. Il y a aussi des financements sur la plateforme pour les transformer. Et s'ils ne répondent pas aux objectifs, donc c'est travailler avec Carbone 4 et tout, c'est hyper suivi, une agence qui va vraiment évaluer l'impact des investissements. Si elles ne suivent pas ce plan-là, elles doivent payer une énorme pénalité, rembourser les gens, etc. Donc on a aussi des produits pour financer vraiment une économie qui est durable et des produits pour transformer une économie traditionnelle. Du coup, ça concerne des boîtes qui ne sont pas forcément dans le secteur de la transition? Ouais, c'est des boîtes qui ne sont pas ESS à la base, ou qui ne sont pas impact nativement, mais qui veulent changer, qui veulent complètement se transformer. Donc ça reste une petite partie de notre activité, mais ça commence, parce que l'ITA, le but, c'est de financer l'économie alternative et aussi de finalement transformer l'économie. Et il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça aussi. Donc voilà, plutôt que de faire un produit plus traditionnel, on s'est dit, on va attaquer les milieux des PME, qui représentent la plus grande partie de l'emploi français, parce qu'on parle que des grandes entreprises, etc. Mais l'emploi français, l'emploi européen, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des TPE. Donc, on va accompagner ces boîtes-là, qui sont souvent des boîtes avec des dirigeants qui sont partis de rien, avec des salariés qui aiment leur boîte, etc. On va les aider à se transformer, s'adapter. Parce que si on ne les aide pas à s'adapter, demain, ce sera justement les grands groupes qui vont aller tout rafler. Comme ça se passe à toutes les périodes économiques, parce qu'ils ont la capacité de s'adapter, ils ont les moyens, ils sont soutenus, etc. Donc nous, on va aller soutenir ces PME pour les aider à se transformer. Ce qui est vraiment cool aussi, je trouve, avec l'ITA, c'est que finalement, c'est très simple. Et c'est vraiment un peu la définition de la finance, mais en revenant sur les bases. C'est financer une entreprise concrètement, lui donner de l'argent pour qu'elle se développe. Et donc, il y a plein de projets du coup, à impact environnemental ou social. C'est un peu Impact Story dans la vraie vie. C'est vraiment ça, toutes les innovations dont toi tu parles sur Impact Story, quand ça devient des vraies boîtes, l'ITA les finance. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est super intéressant, clairement aligné avec ce podcast. Est-ce que parmi les boîtes que vous avez financées avec l'ITA, est-ce que tu aurais un exemple ou deux de boîtes qui représenteraient justement le monde de demain? Il y en a tellement. Je vais faire des jaloux, pardon. Il y en a une qui est assez impressionnante. J'en citer 3. Il y en a une où ça va pas en ce moment parce que je veux aussi en parler de ça. Okay. Y a une première boîte qui est incroyable, qui a monté un cargo voilier zéro émission pour le transport de marchandises, parce qu'on parle souvent de l'avion. Tote. Okay. Donc, c'est un cargo voilier zéro émission. Et là, il y en a plusieurs qui sont en construction, et ça va permettre de réduire les impacts désastreux aujourd'hui du transport maritime, ou de remplacer le transport des marchandises par avion, dont on parle peu. On parle beaucoup du transport de personnes, mais pas vraiment du transport de marchandises. Et surtout d'avoir un déplacement en voilier, parce que aussi les transports en bateau sont désastreux pour la biodiversité et le climat également. Donc ça, c'est un projet super qui a connu assez innovant et qui a vraiment donné beaucoup envie aux gens d'investir. Un projet un peu de cœur aussi, qui était Roger Voice, qui est un projet qui a développé une intelligence artificielle pour les sourds et malentendants, pour leur permettre de retranscrire leurs appels en texte et les textes en appel, et aussi d'accompagner globalement la route d'une personne sourde ou malentendante. Donc, ça peut être aussi dans un événement, ça peut être partout. Ce projet, il a révolutionné la vie de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, parce que la société n'est pas du tout adaptée aux personnes en situation de handicap, et la société devrait être adapté à eux. C'est un problème que la société soit validiste, c'est pas normal. Et ça a changé la vie de beaucoup de personnes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient même pas appeler leur coiffeur avant.
et réduire aussi leurs liens sociaux à des liens extrêmement dématérialisés, c'était pas forcément l'objectif, quoi. Donc juste de pouvoir réserver en ligne ou quoi. Donc cette boîte, surtout que personne ne voulait l'accompagner au début, on a été vraiment les premiers investisseurs à y aller. Et aujourd'hui, elle aide des personnes un peu partout dans le monde. Et c'est une boîte incroyable, montée par une personne sourde aussi, mais un entrepreneur incroyable qui s'appelle Olivier Janel. Après, il y a la Belle Emmaüs que j'aime bien aussi, qui est une boîte qui transforme qui fait de l'économie circulaire avec des personnes en situation d'insertion. Après, on a aussi des plus grosses boîtes. On a pu faire des boîtes comme UCPA, voilà. Donc, il y a vraiment de tout. UCPA, les voyages. Le gros groupe des voyages durables. Ouais, tout à fait. C'est un gros groupe associatif avec une grosse dynamique d'insertion dans certains aspects. Donc voilà, c'est un gros groupe de l'ESS qu'on a pu les financer. Des grands groupes de logement social, des innovations cool, la relocalisation textile aussi, avec 1083, etc. Et un projet dont je veux parler aussi, effectivement, qui est Velcorex, qui est une boîte qui est la première industrie de filature et de production de vêtements. Et ils ont relocalisé totalement la filière lin. Parce que je ne sais pas si les auditeurs ou auditrices sont au courant, mais on a perdu plus d'1 800 000 emplois depuis les années 80 liés à la délocalisation, essentiellement dans le secteur textile. C'était une industrie française très forte qu'on a totalement perdue, au profit de la destruction humaine et environnementale de certains autres pays, provoquant aussi une complicité avec l'esclavagisme et le génocide ouïghour des gens qui achètent des vêtements en France. Enfin bon, en plus d'être une hérésie écologique, d'avoir fait perdre de l'emploi en France, c'est juste ce qu'il y a de plus détestable dans la race humaine en termes de pratique. Et du coup, nous, on a voulu s'investir très tôt dans le secteur textile pour transformer ça. Et du coup, on a participé au financement de la reprise de ces usines. Et si des boîtes comme Loewe, Chanel, Agnès B, etc., Loom peuvent produire une partie de leurs vêtements en lin en France, c'est grâce à Velcorex. Sinon, ils seront obligés de le délocaliser. Et cette boîte a été soutenue par l'État. Pendant la crise énergétique, leur facture est passée de 700 000 à plus de 1,4 million, 2 millions, enfin bref, même 3 millions, je crois. J'ai fait un post sur ça, vous pouvez retrouver. Et ce qui a fait que leur boîte est dans une situation économique très compliquée. Et ça va être assez compliqué pour nos investisseurs et pour tous les gens qui ont participé au projet. Et surtout pour l'industrie, quoi. La question maintenant, c'est si jamais il y a reprise. Et malheureusement, le secteur textile est très, très mal accompagné parce que c'est un secteur qui n'est pas compétitif. Et en fait, l'État, il peut faire des projets verts, il peut faire des trucs mais tant que c'est compétitif. Oui, le secteur textile, en fait, payer des gens dignement en France, ce n'est pas compétitif, oui, par rapport à d'autres. Et donc, finalement, on a beau parler de compétitivité verte, de croissance verte, etc. Mais tout ça, c'est du bullshit parce qu'en fait, la transition écologique nécessite de sortir complètement de ce paradigme de la compétitivité pour regarder les projets industriels. Et on a beau faire des lois industrie verte et des machins, tant qu'on n'aborde pas le problème de cette compétitivité, on n'arrivera pas à avoir ces belles entreprises en France, quoi, tout simplement. Mais j'espère que ça va aller avec Velcorex, mais en tout cas, en ce moment, il y a une situation très, très, très difficile. Pour toi, c'est quoi la suite logique des choses ? Est-ce que c'est le système actuel nous mène vers une forme de perte ? Est-ce qu'un jour, le peuple va se soulever et on va avoir une énorme révolution ? Ou finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une transition qui va se faire gentiment et au fur et à mesure ? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça ? J'avoue que j'ai assez peur en ce moment. Parce que moi, la transition économique, écologique, etc., ça, j'y crois. Je fais partie de ceux qui pensent, celles et ceux, parce que je suis proche du milieu économique et que je vois que c'est pas tous des enflures, tous des enflures, il y a des enflures. Il y a des gens très cyniques dans ce milieu, ça c'est évident. Il y a des gens qui sont en recherche de leur propre profit, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont prêts à faire changer les choses et qui ont besoin des modèles, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de voir que c'est possible, etc. Ça, à la rigueur, j'ai l'impression que peut-être on pourrait réussir à faire orienter les décisions économiques vers autre chose. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est plus le côté politique, mais qui n'est pas lié à rien, qui est forcément d'influence économique aussi, j'imagine. Par exemple, dans le nord de la France, qui était une région où il y avait beaucoup d'industries textiles, qui a été fortement délocalisée, c'est une des régions où il y a le plus de chômage et une des raisons où on vote le plus à l'extrême droite. Exactement. Donc, tout est lié, quoi. C'est ça.
Et vu que la bataille est culturelle, moi, ce qui me fait très, très peur, c'est que je pense que la manière dont on aurait pu réussir, dont on pourrait, parce que je dis aurait pu comme si c'était fini, mais c'est pas fini, mais dont on pourrait réussir à... Parce qu'on n'a pas les armes du capitalisme, on n'a pas les armes des puissants, nous, on a nos armes culturelles, on évangélise, on utilise la foule, on fait de la pédagogie, de l'information, on espère que c'est par ça qu'on réussira à changer le monde et que ce sera tellement évident que finalement les leaders seront obligés de répondre aux attentes de la population. Là, on voit qu'on est en train de prendre nos armes culturelles, que ce soit par la dissolution des soulèvements de la Terre, que ce soit par... j'ai vu là qu'il y a effectivement une librairie féministe qui a été ban d'un reportage dans lequel Darmanin se déplaçait et que... là, le gouvernement est en train de vouloir faire une bataille culturelle inverse. Ça veut dire de ne pas faire de nos sujets des sujets prioritaires, de criminaliser l'action des activistes qui montrent la voie. On n'a jamais vu ça. La criminalisation des actions des activistes, Greenpeace a toujours amené des bateaux partout pour bloquer des centrales nucléaires. Ça a toujours fait partie de l'histoire et on n'a jamais autant criminalisé. C'est-à-dire, je comprends cette volonté de criminaliser à tout prix cette action alternative. Je sais pas, j'ai encore vu Elon Musk qui voulait, c'est un tout autre sujet, mais finalement, ça fait partie de ça. Elon Musk qui veut inautoriser le mot cisgenre sur Twitter. Ça paraît absurde. Il veut faire quoi? Il veut l'enlever? Il veut pas l'autoriser. Il veut l'interdire, pardon. Okay. Voilà, je trouvais pas le mot. Un mot assez simple, finalement. On parle de grands concepts économiques, j'arrive pas à dire interdire. Il va interdire le mot cisgenre, son utilisation sur Twitter, parce qu'il considérait que ça appelle à la haine. Il y a là en ce moment un backlash évident, donc un retour de bâton en français, justement cette popularisation du discours écolo, cette volonté de transmettre aussi ces discours féministes. Je pense que tout est lié. C'est-à-dire, ça questionne le modèle et l'oligarchie, ça questionne l'establishment, quoi, dans sa racine. Et du coup, ça fait flipper. Et là, il y a un gros retour de bâton. Donc, j'espère que le retour de bâton ne sera pas trop violent. J'espère que ce sera possible de continuer à mener cette bataille culturelle, que ce sera toujours possible de militer. Mais là, j'ai un peu peur, pour l'État français particulièrement. Je ne suis pas présente dans les autres pays. J'ai un peu peur. Maintenant, il y a quand même des leaders qui donnent énormément d'espoir. Et la particularité du problème climatique, c'est que c'est un problème universel. Et c'est toujours ça que j'ai vu dans le climat. Alors que d'origine, je suis plutôt dans les combats sociaux. J'ai toujours été végétarienne et tout, mais c'était pas conscientisé. Mais j'ai l'impression que avec le climat, et c'est aussi pour ça que ça fait 10 ans que je m'investis sur cette question, c'est parce que je me dis que c'est le seul sujet universel peut-être qui peut nous permettre de recréer de la coopération internationale, parce que finalement, face à une catastrophe climatique, on reste des personnes humaines et on est tous égal et égaux, même si on voit que plus ou moins. Mais à un moment, on pourra pas... Il restera pas genre 5 mecs riches sur un pilotis. Ce serait dommage qu'ils puissent plus aller voyager ou je sais pas. Bref. Je me dis que peut-être que même si l'empathie a des limites, peut-être que ce phénomène-là, notamment par les feux, etc., qui pour le coup sont... On voit que les feux, c'est aussi dans les pays du Nord. En tout cas, que les catastrophes climatiques, les conséquences du réchauffement, on peut tous et tous les vivre dans notre chair. Que c'est peut-être par ça qu'on arrivera à transformer les mentalités. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la réaction que je trouve quand même indécente, justement, de nos politiques. J'arrive toujours pas à l'analyser. Est-ce que pour toi, du coup, la réponse, c'est de mener tous les projets que tu mènes? Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans les projets que je mène, donc il y a l'ITA. Alors l'ITA qui, maintenant une boîte qui fonctionne bien. On vient de finir une belle levée de fonds pour se développer en Europe et tout, donc tout se passe bien. Là, on a 60 salariés. On va avoir plus de 100 salariés l'année prochaine. Et on va peut-être les lancer dans d'autres pays, donc en Europe, ça c'est sûr, peut-être au Maroc. On est en train un peu de regarder tout ce qu'on peut faire pour incarner finalement cette solution, montrer qu'elle est possible. Donc ça contribue à la bataille culturelle. C'est-à-dire que on fait pas... Nous, notre désobéissance civile, c'est de désobéir à la manière dont le secteur fonctionne et à proposer autre chose. On fait partie, on a un des maillons de la chaîne de la transition, quoi. Il y a les activistes jusqu'aux gens de l'establishment et il faut occuper tous les espaces pour montrer que cette pensée scientifique et la pensée dont les gens parlent, en fait, elle a une incarnation concrète. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ITA. Donc, la boîte se développe bien. Il y a Rift aussi, qui est un projet un peu plus militant. Que là, d'ailleurs, on va transformer... Tu pourrais rappeler ce que c'est Rift, pour ceux qui ne connaissent pas. On n'en a pas parlé. Alors, Rift, c'est arrivé il y a 3 ans. Quand on s'est dit... alors, avec l'ITA, on donne la possibilité aux gens d'investir, mais ça ne représentera jamais que 10% de l'épargne des gens, parce que ça reste toujours assez risqué. Parce que
le secteur financier ne soutient pas ça comme étant un investissement qui doit être fait par les gens, parce que pour qu'un placement financier puisse être liquide, c'est-à-dire qu'on puisse sortir, rentrer l'argent et pas risqué, il faut qu'il y ait un soutien à un moment qui vienne de quelque part. Donc, ou une exemption fiscale, ou une garantie, ou quelque chose. Donc voilà, pour l'instant, ça reste en tout cas, même si on veut travailler à ce que demain, ce soit moins risqué que d'investir dans des projets écologiques et sociaux, ça n'empêche que ça reste risqué. Donc, ça propose une partie de la solution. C'est pour les puristes, ça représentera 10% au max des liquidités. Comment on fait pour adresser le reste du problème du secteur financier? Alors, on s'est dit, est-ce qu'on va monter un produit plus masse, grand public? Donc, une épargne retraite ou quelque chose. En fait, on essaie de composer et faire ces produits-là. Impossible de faire un truc clean. Impossible. Alors, ceux qui vous diront qu'ils ont des assurances vie totalement clean, aujourd'hui, c'est encore compliqué. On commence à avoir des trucs intéressants, mais il y a, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici, c'est encore assez compliqué. C'est compliqué parce que forcément, à un moment ou à un autre, il y a des grands groupes d'énergie fossile. Enfin, pourquoi c'est... Déjà, pour commencer, effectivement, là, on est en train d'essayer d'élaborer un nouveau produit, justement, avec un grand investisseur. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, il y a toujours un groupe énergétique ou d'industrie très polluante qui est présente déjà dans les produits. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un pouvoir. C'est-à-dire que, être présent dans des grands groupes du CAC 40, ça, c'est l'obligation des produits liquides. OK, mais est-ce qu'on peut le faire différemment en votant des résolutions, en empêchant... Mais les gens n'ont pas aujourd'hui de droit de vote, vraiment. Donc, on ne peut pas s'assurer que les décisions qui sont prises avec son argent soient les bonnes. Troisième chose, et ça, c'est un peu plus complexe, on ne pourra pas du coup rentrer dans le détail, mais voilà, beaucoup de ces produits-là sont des duplications d'indices. Et la grande majorité reste sur des marchés secondaires, c'est-à-dire sur des espaces d'échange d'actions et pas l'investissement réel, en fait, dans l'entreprise. Donc, finalement, oui, on peut se donner une bonne conscience qu'on a un ETF vert, mais au final, si l'argent n'est pas investi dans la transition, quel intérêt? Je ne vois pas. Parce que finalement, les décisions qui sont prises, c'est les actionnaires qui les prennent pour la transition. Donc moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'on ait des produits dirigés vers la transition écologique des grandes boîtes. Limite, si on peut mettre ça dans un fonds, pourquoi pas? C'est pas l'idée de pas mettre dans les grandes boîtes. Enfin, je pense qu'on peut assurer la transition de ces boîtes-là, même si c'est pas très radical, mais voilà, on pourrait le penser. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et après, il y a toute une partie aussi dont l'information n'est pas disponible. Et ça, c'est le plus gros des problèmes. Genre une assurance vie, une grande partie, c'est du fonds, on appelle ça du fonds euro, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas quelles entreprises sont financées, on ne sait pas quels États sont financés, on ne connaît pas les produits. Donc, on s'est dit, non, mais c'est pas possible qu'on puisse pas créer un produit nous-mêmes, même en travaillant bien, qui est vraiment lié avec nos valeurs. Donc, on s'est dit, on va résoudre le problème. On va aller directement à la racine du problème, qui est le fait qu'on n'ait pas accès à l'info, qu'elle soit pas homogénéisée, qu'on puisse pas avoir de droit en tant qu'actionnaire de ces produits, qu'on comprenne pas finalement ce qu'ils financent, qu'on puisse pas choisir aussi en fonction de ses valeurs un produit plutôt qu'un autre, que l'information soit homogénéisée. Et donc, on a construit ça. On a construit cette base de données qui donne l'information sur l'ensemble des produits d'épargne. Et on est plutôt un catalyseur de transformation. On permet de faire émerger des nouvelles solutions ou de rendre plus transparentes des solutions. Et puis, le marché, on espère que du coup, il changera intrinsèquement quand les gens auront accès à l'information, quoi. Quand on a accès à l'information, on a la capacité de changer. C'est un peu notre a priori avec Rift. Donc voilà, Rift, c'est genre un scan, genre Yuka, on va dire. Yuka de la finance. Voilà, c'est un scan de ces produits d'épargne. On peut trouver plein de produits qui sont plus alignés avec nos valeurs, beaucoup de pédagogie, des vidéos, etc. Et la possibilité de s'engager auprès de sa banque, de demander d'avoir accès à l'information, de demander à avoir de l'info sur comment ils vont voter, demander à participer à la transformation de leur politique d'investissement, enfin voilà. Et concrètement, ça marche comment? C'est un mail qui est préfet et qu'on envoie directement à sa banque? Il y a plusieurs actions qu'on peut faire. En fait, il y a une partie scan, impact, il y a une partie agir. Donc, c'est avec la partie agir qu'il y a pas mal de jeux, de propositions qui sont faites, de modes d'action. Et en fonction, effectivement, le mode d'action, ça va avoir un impact différent. Donc, il y a un mode d'action, effectivement, avoir accès à l'information. Il y a un mail qui est préétabli. J'ai souscrit à telle assurance vie, tel livret. Je n'ai accès à que cette information. Pourriez-vous me dire, nanani, comment est financée mon épargne? Ah, il y a telle assemblée générale ou machin. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous allez voter? Vous me dites que j'ai un produit vert. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas d'énergie fossile. Enfin bref, c'est plein d'actions comme ça. On va davantage le développer
développer maintenant. Et on a beaucoup investi sur la base de données. Et maintenant, on va essayer d'investir davantage aussi sur les modes d'action et potentiellement permettre aux gens aussi d'avoir accès à de l'info sur, même être mieux conseillés. Pour l'instant, on ne le fait pas. On ne conseille pas les gens sur investir dans d'autres produits. On leur donne juste accès à l'info et peut-être que demain, on fera aussi un petit robot advisor, des choses comme ça, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'offrir aussi les services de gens qui vous conseillent. C'est aussi ça le gros problème du secteur financier. C'est quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, et vous n'êtes pas conseillé. Vous avez des trucs hyper packagés, vous n'avez pas d'infos. Et ça, c'est aussi pour démocratiser qu'on va peut-être changer ça. Voilà, donc les deux boîtes, Lita et Rift, dans le même secteur, deux objectifs différents. Et puis, j'ai monté aussi j'ai transformé un syndicat qui est le syndicat des entrepreneurs sociaux, qui s'appelle le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est devenu le mouvement Impact France, qui là répond à un autre problème encore, c'est que les politiques économiques sont décidées par les gros syndicats patronaux. Donc, il faut effectivement avoir des syndicats d'entreprise, de l'économie sociale, de la transition écologique, représenter cette parole pour qu'elle puisse s'intégrer et avoir une influence aussi politiquement et que ces entrepreneurs puissent s'aider à grandir. Et voilà, donc ça, je suis plus présidente depuis 2 semaines, mais ça a une montée en puissance. Et tous les ans, d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a les universités d'été de ce mouvement, qui s'appelle les universités d'été de l'économie de demain, qui s'organisent en parallèle des universités d'été du MEDEF. Là, c'est le 30 août cette année sur le thème de l'économie de la paix. Donc voilà, ça risque d'être super aussi. Pour arriver sur les questions de fin, ouais. Du coup, tu es entrepreneur, militante, lobbyiste. Pourquoi tu fais tout ça ? Ça me permettra de revenir au début, boucler la boucle. Parce que ma nature, c'est pas l'entrepreneuriat, j'ai pas d'objectif de carrière. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime faire, c'est de créer des choses, inventer des modèles, inventer des systèmes, etc. Et donc, d'adresser les différents lieux, espaces de la société, c'est un projet artistique pour moi, quoi. C'est que d'imaginer comment l'entreprise fonctionne, d'imaginer comment le secteur politique peut fonctionner, d'imaginer le rôle dans l'intime des différentes parties prenantes. Là, je vais reprendre des études d'économie. Je suis en train de chercher une école doctorale, justement, pour un doctorat d'économie plus philo-sociaux autour de cette économie du soin, etc. Voilà, donc d'imaginer tous ces espaces, pour moi, c'est ma nature. Voilà, c'est pour ça que je fais ça, c'est que c'est naturel pour moi. Les moments où ça devient moins naturel, c'est le moment où justement, ça va devenir trop entrepreneurial ou trop politique ou voilà. Là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que je fais les choses avec des associés. Et je trouve qu'on a tendance à trop scléroser aussi les natures en se disant toi t'es fait pour ci, toi t'es fait pour ça. Non, il y a besoin de tous les profils dans tous les systèmes et c'est comme ça qu'on trouve la vérité, quoi. C'est comme ça qu'on accède à la vérité. C'est quand une entreprise elle est gérée aussi par des gens très terre à terre, des gens plus artistes, des gens plus analytiques. C'est pareil pour tous les espaces de la société. Je trouve qu'on a beaucoup trop sclérosé. Ça, c'est vraiment le système français de tout de suite après le bac, tu vas dans une école limite professionnelle, quoi. Alors que aux États-Unis, tu fais 3 ans où tu vas. Bon, c'est problématique à plein d'autres égards parce que c'est très cher privé et tout, mais après le lycée aux États-Unis, tu peux étudier la philosophie, devenir médecin après dans ton école. Donc tu fais 3 ans où tu vas apprendre plein de choses et puis ensuite tu vas te décider. Et je trouve ça génial. Et je trouve ça dommage, effectivement, qu'en France, on aime vraiment mettre les gens dans des cases. Et je trouve ça cool d'occuper plein d'espaces différents. Alors, parfois, c'est pas toujours facile, etc. C'est peut-être trop. J'avoue, je sors en plus d'un épisode assez compliqué, personnel, là. Ma vie perso, elle va bien, mais moi, moins. Où ça a été trop. C'est-à-dire, je me suis trop surchargée. J'ai essayé d'atteindre la perfection un peu partout. Et du coup... je me suis fatiguée. D'où l'idée de aussi réfléchir à l'hygiène aussi de vie. Donc, je ne dis pas que c'est évident. Mais souvent, en fait, finalement, quand ces moments, ils arrivent, et je trouve que c'est souvent similaire à plein de gens. C'est-à-dire qu'on dit le burn-out, c'est parce que tu travailles trop et nanani. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas une question de trop faire. Parce que moi, j'ai une capacité à créer qui est un peu illimitée. C'est quand tu te sens plus à ta place dans des espaces. Et là, dernièrement, l'essentiel de mon métier, alors que c'est pas ça. Ça a été vraiment beaucoup de gérer des crises, des financements. Je fais la levée de fonds de ma boîte, en même temps que la fin de mon mandat Impact France, en même temps que c'était que la structuration, de la gestion de moments assez délicats. Et c'est à ce moment-là qu'on fatigue, en fait. C'est quand on n'occupe pas un espace dans lequel on se sent complètement épanoui. Mais au final, je suis tellement fière aussi de tout ce que j'ai fait, de la trajectoire du mouvement, de la boîte et tout, que
que c'est des moments importants, mais il faut faire quand même assez gaffe. Faut quand même faire gaffe. Voilà, c'est ça. Et s'écouter. Et du coup, est-ce que tu considères que toutes ces activités, à chaque fois que tu mènes, tu vois ça comme du travail? Parce que je suppose que pour faire toutes ces choses à la fois, tu travailles beaucoup plus que la moyenne. Je travaille beaucoup, en tout cas. Et du coup, est-ce que pour toi, à chaque fois, c'est du travail? Tu fais ça naturellement? Comment tu t'organises un peu entre toutes ces activités? Je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir considéré que c'était du travail pendant longtemps. C'est du travail. Ce n'est pas... faut arrêter. Non, c'est pas parce que je fais tout ça que je n'aime pas aussi juste me reposer, contempler, être avec les miens. Non, c'est du travail. Et je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je considérais que justement c'était intrinsèque à mon existence et que ça me définissait et que du coup, je pouvais y dédier ma vie. Et c'est finalement plus dernièrement que j'ai compris que non, c'était du boulot. Et du coup, t'as besoin d'un équilibre entre ton toi, le fait de faire des choses qui ne sont pas intuitives pour toi, de se reposer, de marcher, d'être plus avec sa famille, de ne pas être dans un truc aussi, et ça c'est mon problème aussi, de transformer tout ce que je suis et fais. Si j'ai repris la musique, c'est pas parce que je n'en fais pas une carrière que je peux pas ne juste faire de la musique, en fait, c'est OK. La lecture, c'est pas aussi que pour écrire un livre. Je peux aussi lire des choses qui ne vont pas me servir dans la vie, etc. Et je pense que c'est compliqué pour les personnes passionnées comme toi, j'imagine aussi, hein, et moi et d'autres gens, que de faire que d'accepter le fait que c'est pas parce que c'est quelque chose qui fait du bien à la planète que ce n'est pas du travail. Et je pense que c'est aussi le gros problème, et c'est très capitaliste finalement de nous faire penser ça. Si on revient aussi au truc du début, c'est pas parce que on prend soin de la société que c'est pas du boulot. C'est du travail, ça mérite salaire. Il y a très peu de choses maintenant que j'accepte de faire. Bon, maintenant c'est parce que je gagne bien ma vie, mais pendant ces dernières années, il y a peu de choses que j'accepte de faire aussi sans que ce soit valorisé. Souvent, d'aider quelqu'un, etc., on considère que ça n'a pas de valeur. Et ben, c'est pas vrai. Il faut changer cette manière de voir les choses. Le soin, c'est du travail, c'est du bon travail, c'est le travail qui doit être soutenu demain, etc. Mais voilà, ça reste du boulot. Voilà pour répondre à ta question. C'est un peu la boucle qui est bouclée parce que du coup, sur la notion du soin, maintenant, tu te l'appliques à toi-même, alors qu'avant, tu ne te l'appliquait pas forcément. De ce que tu Absolument. dis. Alors, j'ai toujours du mal à le faire. Okay. Parce que même quand je vais être dans la sphère privée, je vais voir si les gens ont besoin de quelque chose. Okay. Mais oui, effectivement, il faut se l'appliquer. C'est là qu'on est quelqu'un de encore plus... meilleur pour la société, quoi. Même limite, si on veut le voir comme ça, d'un point de vue productiviste, même si c'est dommage de le voir comme ça, et ça n'empêche que c'est réel. Même en ce moment, on est en train de se poser des questions avec l'ITA sur la semaine de 4 jours. On l'a présenté à nos salariés. On est en train de réfléchir. Est-ce que ça fonctionnerait pour la boîte, etc. C'est encore un projet un peu amont, mais c'est possible qu'on aille au bout. Parce que finalement, cette hygiène que moi, j'arrive à avoir maintenant d'équilibre entre, je sais pas, le domaine académique, le domaine de travail, etc., c'est important que tout le monde puisse l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de réfléchir autour de ce concept-là. Pour que le travail soit épanouissant et que les gens puissent se régénérer en dehors et ne pas exister que par le travail, voilà, même s'il est bon pour la société. Et dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact? C'est la question signature. J'imagine. Avoir de l'impact, je suis désolée, je vais reprendre un truc de tout à l'heure parce que je pense que c'est une bonne conclusion par rapport à notre interview. Je ne vais pas aller sur autre chose. Avoir de l'impact, c'est prendre soin. Voilà. Donc, et je l'ai beaucoup vu là ces derniers temps. Des gens qui se disent prendre de l'impact, avoir de l'impact et faire ça pour l'impact, qui ne sont pas capables de prendre soin des organisations, des gens autour d'eux, etc. Pour moi, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut tout autant qu'un milieu capitaliste traditionnel. Si on ne change pas les méthodes et les manières de faire, et si on n'est pas dans le soin, je considère qu'on n'a pas répondu à la question de l'impact. Et prendre soin, c'est aussi par des méthodes... parfois ça peut aller loin, parfois ça peut être par des méthodes de violence, de protection. Quand on protège son enfant, je pense au soulèvement de la terre là, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais imaginons qu'on vienne attaquer ton enfant, tu le protèges, quoi. Il y a un instinct, et je pense que c'est un peu ce que fait cette association avec la planète, quoi. C'est-à-dire non, en fait, vous allez pas détruire ma planète, vous n'allez pas me détruire, quoi. Et finalement, voilà, je pense que cet indicateur du soin, à travers l'action, c'est ça qui permet de comprendre ce qui a de l'impact et pas d'impact. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.